Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avec vous, avec ce procès de la catastrophe du 28 septembre 2009, la justice de notre pays connaît un moment fort de son histoire. Le peuple de Guinée peut enfin lever la tête. En effet, le 28 septembre 2009, c'était le choc, la désolation et la honte, pas pour le peuple de Guinée tout seul, mais aussi les peuples amis et frères de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique tout entière et de tous les peuples du monde épris de justice, de paix, de dignité et de justice. C'était aussi et surtout le désespoir total. Mais en ouvrant ce procès le 28 septembre 2022, vous avez allumé le feu de l'espoir dans le cœur de tous les Guinéens. L'espoir de la fin de l'impunité, l'espoir de la réconciliation nationale, l'espoir d'une justice juste et équitable, la même pour les forts, la même pour les faibles. Et effectivement, cette justice, elle est là. Depuis le début de ce procès, vous avez fait une bonne administration de la justice, marquée par la transparence, la neutralité, l'équilibre entre les parties, le respect du principe du contradictoire ou de la contradiction. Tous les principes qui régissent un procès pénal digne de ce nom, vous les avez respectés. C'est pourquoi, à l'instar des confrères qui m'ont précédé, je voudrais à mon tour saluer votre professionnalisme et vous dire merci. Merci d'avoir porté haut le flambeau de notre justice. Merci au président, le général Mamadi Doumbouya, qui a rendu ce procès possible. Merci à son ex-ministre de la Justice, M. Alphonse Charles Rach, dont la bonne volonté et le courage auront été déterminants dans l'organisation de ce procès. Merci à tous les amis de la Guinée qui, dès la survenance de ce drame en 2009, ont commencé à encourager notre pays à aller vers la justice, à l'accompagner, continuent de l'accompagner et à accorder une assistance incommensurable aux victimes. Leur part dans la lutte pour l'organisation de ce procès, le relèvement et la survie de beaucoup de victimes est essentiel. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, d'autres grandes qualités qui ont caractérisé votre tribunal, et vous, Monsieur le Président en particulier, c'est la sérénité, l'attention et la vigilance. Rien de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, de ce bâtiment devenu désormais mémorable et inoubliable, rien de ce qui a été évoqué dans cette salle d'audience au cours des différentes audiences ne semble avoir échappé à votre vigilance et à votre attention. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous sommes convaincus que vous ne pouvez pas vous arrêter en un si bon chemin. C'est pourquoi nous espérons que votre décision sera à la hauteur des attentes du peuple de Guinée et de la communauté internationale tout entière. Pour notre part, nous allons nous avertir à aider votre tribunal à remplir cette mission noble et historique en vous livrant notre analyse sur le droit à appliquer au vu des éléments du dossier. Pour ce faire, nous allons aborder successivement la question de la recevabilité de la demande de requalification, le rappel des faits, leur véritable qualification, la responsabilité pénale de chaque accusé, le préjudice et la réparation. Sur la recevabilité de la demande de requalification, abordant cette question, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous estimons qu'il est nécessaire d'examiner deux éléments, la chose jugée et le texte de loi applicable. Monsieur le Président, il faut rappeler qu'après la commission des crimes le 28 septembre 2009 au stade du même nom et la production des deux rapports, celui de la Commission nationale d'enquête et celui de la Commission internationale d'enquête,
les juges d'instruction avaient été mis en place, un pool. Ce pool avait été saisi et une information judiciaire avait été ouverte sur la base des dispositions nationales. Plus tard, à la suite du réquisitoire supplétif en date du 19 juin 2015 de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, le commandant Aboubakar Toumba Diakité, le président Moussa Dadis Camara ont été inculpés pour responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Au terme de leur information judiciaire, le pôle d'agir d'instruction a rendu le 29 décembre 2017 une ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel. Par cette ordonnance, ces juges avaient renvoyé 14 personnes devant le tribunal criminel pour diverses infractions et avaient fait bénéficier le non-lieu à 2 personnes. Il s'agit du colonel Bienvenu Lama et du général Mathurin Bangoura. Il faut surtout souligner que cette ordonnance de renvoi n'avait pas retenu la qualification de crime contre l'humanité. Pour cette raison, les parties civiles avaient relevé appel pour obtenir non seulement la requalification des faits en crime contre l'humanité, mais aussi le renvoi de tous les inculpés devant le tribunal criminel. Pour leur part, le colonel Moussa Tchegoro Camara et le capitaine Moussa Dadis Camara avaient aussi fait appel, mais ils sollicitaient l'annulation de cette ordonnance pour une supposée violation de la loi. La deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, par arrêt numéro 23 du 18 5e mois 2018, avait déclaré tous les appels recevables, mais au fond, elle les avait rejetés, confirmant ainsi l'ordonnance prise par le pôle des juges d'instruction. Non satisfaites par cette décision, les parties civiles ont saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation en cherchant toujours l'obtention de la requalification des faits en crime contre l'humanité et le renvoi de tous les accusés devant le tribunal criminel. Pour sa part, le colonel Moussa Tchegoro Camara avait aussi saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation en recherchant toujours l'annulation de la procédure. La Cour suprême, par arrêt numéro 06 du 25 6e mois 2019, a déclaré le colonel Moussa Tchegoro Camara déchu de son pourvoi et avait déclaré les parties civiles recevables en leur pourvoi. Mais au fond, elle avait rejeté le pourvoi comme non fondé. Ainsi donc, l'arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a été réconforté. L'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi rendue par le pôle des juges d'instruction a aussi par conséquence été réconfortée. Et c'est pourquoi c'est cette ordonnance-là qui a saisi votre tribunal. Monsieur le Président, dans cette situation, est-ce que nous pouvons parler d'une autorité de la chose jugée devant votre tribunal qui est une juridiction de fond? Monsieur le Président, c'est l'organisation peut-être de la justice au niveau de la Cour suprême qui ne permettent pas aux accusés de comprendre qu'en pareille situation, il n'y a pas autorité de la chose jugée. Au niveau du tribunal de première instance, il y a une séparation. Nous avons un cabinet, les cabinets d'instruction, et nous avons le tribunal, qui a pour fonction de juger, alors que les cabinets d'instruction ont pour rôle de tout simplement procéder à l'instruction. Il n'y a donc pas de confusion. Au niveau de la Cour d'appel également, il n'y a pas de confusion. Nous avons les chambres de contrôle de l'instruction qui sont chargées de procéder au contrôle de l'instruction et à l'instruction, et nous avons aussi les chambres d'appel qui sont chargées de procéder au jugement. Au niveau de la Cour suprême, nous avons tout simplement des chambres pénales. Ces chambres pénales-là reçoivent les pourvoirs en matière de jugement et en matière d'instruction. Et ce sont les mêmes hommes qui reçoivent ces pourvoirs, ce sont les mêmes hommes qui rendent ces décisions-là. Il appartient aux professionnels de savoir est-ce que la décision rendue par la Cour suprême, c'est en matière d'instruction ou bien c'est en matière de jugement. La décision rendue, fût-elle par la Cour suprême en matière de jugement, Monsieur le Président, ne peut en aucun cas avoir une autorité de la chose jugée devant le juge de jugement. Pour preuve, l'article 320 du Code de procédure pénale
Monsieur le Président, dit ceci. Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, la Chambre de contrôle de l'instruction prononce le renvoi devant le tribunal statuant en matière criminelle. Donc le texte, il est clair, il dit que lorsque les charges sont retenues à l'encontre des inculpés et qualifiées de crimes, le dossier est renvoyé. Si donc les décisions d'instruction avaient une autorité de la chose jugée, aujourd'hui, vous n'auriez pas demandé aux accusés s'ils reconnaissent les faits. On dirait qu'il y a autorité de la chose jugée parce que les juges d'instruction ont déjà décidé. Le seul débat qui allait porter aujourd'hui, ça serait sur les peines à appliquer à l'encontre des accusés et la question de la réparation. Mais c'est parce que les décisions rendues par les juges d'instruction n'ont jamais autorité de la chose jugée devant un tribunal de jugement que nous avons fait 18 mois de procédure pour discuter de la culpabilité des accusés, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, je dois vous dire que ces accusés font une mauvaise lecture des décisions de justice. Sinon, pour celui qui sait lire entre les lignes, même l'arrêt de la Cour suprême sur lequel il s'appuie pour dire qu'il y a autorité de la chose jugée, cet arrêt-là même vous donne le pouvoir du moins de procéder à la requalification dans ce dossier. En effet, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en rejetant le pouvoir des parties civiles introduit contre l'arrêt numéro 23 rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, non seulement la Cour suprême a approuvé la décision rendue par cette chambre, mais elle a aussi approuvé le raisonnement adopté par cette chambre. Et je vais vous lire une partie de ce raisonnement répondant à l'argument du capitaine Moussa Dadis Camara. La chambre a dit ceci, que mieux encore, il y a également lieu de préciser que la qualification retenue par un juge d'instruction ne lie la juridiction de jugement que sur sa compétence, que cette dernière saisit in rem et in personam a toutes les prérogatives pour apprécier les faits déférés, modifier la qualification retenue autant dans le sens d'une aggravation que d'une disqualification et enfin statuer sur leur imputabilité afin d'appliquer la peine ou acquitter ou relaxer selon la matière. Ça, c'est l'arrêt rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction qui le dit. Et cet arrêt-là, en rejetant le pouvoir, Monsieur le Président, cet arrêt-là, il a été adopté, il a été confirmé par la Cour suprême. Ça veut dire que même selon la décision de la Cour suprême, sur laquelle ces accusés-là s'appuient, Monsieur le Président, vous avez bel et bien le pouvoir de procéder à la requalification des faits. Monsieur le Président, dès lors, je vous prie très respectueusement de bien vouloir déclarer la requalification projetée recevable. Sur le deuxième élément qui est le texte de loi à appliquer, il faut souligner que les crimes internationaux, dont le crime contre l'humanité, sont prévus dans le statut de Rome qui a été adopté le 17 juin 1998. Ce traité-là, lui-même, il prévoit les modalités de son entrée en vigueur. Et la disposition qui prévoit cela, c'est l'article 126. Que dit cet article? Le présent statut rentrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour, après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent statut ou y adhère, après le dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification. Alors, comme on le constate donc, ce traité, c'est lui-même qui a prévu la modalité d'entrée en vigueur. Et cette modalité, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait un 60e État qui fasse la ratification, un 65e État qui fasse la ratification, et cet État-là, Monsieur le Président, en l'espèce, c'est bel et bien la République démocratique du Congo. Alors, cet État-là, c'est la République démocratique du Congo qui a fait donc la ratification le 11 avril 2002. Sur la base donc des computations qui sont prévues par ces dispositions-là, 11 avril
11 mai, ça fait 30 jours. 11 mai, 11 juin, ça fait 60 jours. Et le mois suivant, donc, c'est bien le mois de juillet. Et la loi dit simplement le premier jour du mois suivant. C'est pourquoi ce statut-là est rentré en vigueur sur le plan international le 1er juillet 2002. Alors l'autre question, c'est de savoir, pour les pays comme les nôtres, le nôtre du moins, qui ont adhéré à ce statut après son entrée en vigueur, quelles vont être les conditions pour son application à leur égard? Et là aussi, c'est le même article, le point D, qui règle la situation. C'est toujours le 60e jour après la ratification. Et la loi dit clairement le premier jour qui suit le 60e jour de la ratification. Notre pays, la Guinée, donc, a ratifié le traité le 14 juillet 2003. 14 juillet, 14 août, ça fait 30 jours. 14 août, 14 septembre, ça fait 60 jours. Le mois suivant, c'est le mois d'octobre. Et c'est pourquoi ce traité-là est entré en vigueur le 1er octobre 2003. À partir donc de cette date, la CPI a compétence de connaître les crimes internationaux commis sur le territoire guinéen et commis par les ressortissants guinéens. La question qui pourrait alors rester, c'était de savoir, est-ce que dès lors que ce texte-là est entré en vigueur le 1er octobre 2003, le juge guinéen avait la possibilité de l'appliquer, Monsieur le Président? Alors, est-ce qu'il y a des obstacles dans notre pays comme c'est le cas pour certains pays? Pour répondre à cette question-là, Monsieur le Président, il faudrait donc voir les dispositions de l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990, sous l'empire de laquelle la ratification a été faite. Que dit cet article? Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. De même, il faut également voir l'article 1er du Code civil du 16 février 1983, qui était aussi en vigueur au moment de cette ratification. Et que dit cet article? Les lois sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le président de la République. Elles seront exécutoires dans chaque partie de la République après leur publication. Et effectivement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce texte a été, dès que la ratification a été faite, il s'en est automatiquement suivi sa publication au journal officiel. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avant de terminer avec cet élément-là, je voudrais souligner que la question de l'entrée en vigueur des traités est aussi réglée par la Convention internationale qui régit le droit des traités. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir alors de cette convention-là? Cette convention règle la question de l'entrée en vigueur des traités internationaux à travers les articles 24, les articles 26 et les articles 27. Je précise qu'il s'agit de la Convention de Vienne de 1969. Alors, je vais vous faire lecture des dispositions de l'article 24 de cette Convention. Elle dit ceci: un traité entre en vigueur suivant des modalités et à la date fixée par ces dispositions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation. Dans le cas d'espèce, le statut de Rome lui-même a déjà prévu une modalité d'entrée en vigueur que j'ai expliquée, et cette modalité-là a déjà été remplie. L'article suivant, c'est l'article 26, il dit ceci: tout traité entré en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Et le dernier article, Monsieur le Président, c'est l'article 27, intitulé « Droit interne et respect des traités ». Et c'est ce qui nous concerne beaucoup plus. Que dit cet article-là? Il dit ceci: une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ceux qui disent que pour que le statut de Rome entre en vigueur à la République de Guinée ou pour qu'un traité entre en vigueur à la République de Guinée, qu'ils nous disent cela est écrit où? C'est écrit où? Dans quelle disposition nationale? Dans quelle disposition internationale? Vous comprendrez donc, Messieurs les Présidents et Messieurs les assesseurs, qu'autant dans les dispositions nationales que dans les dispositions internationales, nulle part l'entrée en vigueur d'un traité n'est subordonnée à sa transposition dans le droit interne. Vous comprendrez donc que le statut de Rome, son entrée en vigueur en République de Guinée, ce n'est pas
notre code pénal de 2016 qui marque cela. Vous comprendrez également que le statut de Rome était déjà en vigueur et pouvait être appliqué par tout juge guinéen avant la commission du massacre le 28 septembre 2009. Dès lors, je vous prie très respectueusement, Monsieur le Président et Messieurs les assesseurs, de bien vouloir déclarer sur tous les éléments recevables la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité. Cependant, la demande de recevabilité d'une demande est une chose, mais son bien fondé en est une autre. Pour savoir si, en l'espèce, la demande tient, permettez-moi de faire un très bref rappel des faits dans ce dossier. Le 28 septembre 2009, à l'appel des forces vives de la nation, la population civile s'est rendue au stade du 28 septembre par milliers. Contre toute attente, les bérets rouges de la garde présidentielle ont débarqué, trouvant sur place déjà les gendarmes, notamment les gendarmes du service antidrogue, la police, les miliciens de Kaléa qui étaient armés de flèches, de coupe-coupe, de couteaux et de toutes sortes d'armes blanches. Ces militaires se sont introduits à l'intérieur du stade, ils ont encerclé le stade, ils ont bloqué toutes les issues, ils ont ouvert le feu, tirant sur la population à balles réelles, jusqu'à épuiser entièrement leurs chargeurs. Ces militaires ont découpé les fils électriques qu'ils ont posés sur les murs pour électrocuter et donner la mort à tous ceux qui tenteraient de s'enfuir en passant par les murs. Ces militaires, Monsieur le Président, ont commis toutes sortes de barbaries sur la population civile. Ces miliciens ont poignardé, ces miliciens ont tué, ces miliciens ont éventré, les gens ont été égorgés de la manière la plus publique et de la manière la plus exposée. Et ce qui est encore plus cruel, les femmes ont été déshabillées publiquement pour les humilier. Nous avons assisté à des cas de viol les plus horribles. Et que dire des jeunes, des femmes, des vieilles personnes qui ont été arrêtées, envoyées dans les camps de Koundara, les camps comme le camp Alpha Yaya Diallo, le service de lutte contre la drogue, pour être torturés et être soumis à des traitements inhumains les plus graves. Monsieur le Président, le sang a coulé, il a trop coulé. Les gens sont morts, ils sont trop mal morts. On ne pouvait pas permettre à leurs familles, on ne pouvait pas permettre à la presse, on ne pouvait pas permettre à la communauté nationale et internationale de voir ces corps mal morts. C'est pourquoi on a procédé, Monsieur le Président, à la disparition des corps. Il y a eu trop de morts, on ne pouvait pas permettre à la presse, on ne pouvait pas permettre à la communauté nationale, on ne pouvait pas permettre à la communauté internationale de voir de telles quantités de morts. C'est pourquoi ils ont procédé à la disparition des corps et à des fosses communes. Monsieur le Président, dans les camps, dans les lieux privés, les viols, les traitements inhumains les plus dégradants, comment on peut les imaginer si sur un stade, on n'a une fois pas hésité de soumettre les personnes à de tels traitements? Dans les lieux où on ne peut pas voir ce qui se passe, Monsieur le Président, vous ne pourrez imaginer le sort qui a été réservé à ces populations civiles. Monsieur le Président, un tel événement, une telle attaque généralisée, systématique, à mon sens, entre dans le cadre des critères de la qualification du crime contre l'humanité prévu par l'article 7 du statut de Rome. C'est pourquoi je vous prie très respectueusement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, après avoir déclaré la demande recevable, de bien vouloir procéder à la requalification des faits en crime contre l'humanité.